retrouve pour la comparaison de Trois Lucioles, qui est la suite de Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian et qui s'intercale avec du coup qui va de l'autre côté, non de ton côté, ah, je sais plus, voilà, peut-être ici je crois. Ça fait une fresque, hein. Voilà. J'ai remarqué ça aujourd'hui. Voilà, on vous la refait. Dans le bon sens, voilà. Non, franchement, les couvertures sont sublimes et l'idée de la fresque est top. De toute façon, l'idée de cette saga est top. Hein. Voilà. Bon, on va commencer. Si vous n'avez pas vu les deux comparaisons précédentes, donc Le sang de la cité et Gitana de demain, bah allez les voir. Je pense pas qu'on va spoiler. Non. Bah si, forcément, parce qu'on va évoquer des personnages qui sont pas morts. Qui sont pas morts. Donc si vous voulez ne pas savoir qui n'est pas mort, ne restez pas avec nous. Ça c'est pas vraiment un spoil et quand il y aura des spoils oui, plus gros, on vous dira, mais je pense pas. On peut en parler sans parler de l'histoire. De toute façon c'est dans le résumé, donc voilà. Si vous les avez pas vus, on vous les met en barre d'infos, on vous laisse aller voir. Surtout que ça va expliquer des choses qu'on a trouvé absolument géniales, qui se retrouvent toujours ici mais qu'on va peut-être un peu moins détaillées quoi. Tout à fait. Les deux précédents c'était un immense coup de cœur de toute façon pour toutes les deux, on vous en a suffisamment parlé, je pense que vous allez commencer à en avoir marre mais on va continuer d'en parler parce que ça mérite vraiment d'être davantage connu, davantage lu. De toute façon là on remarque que les auteurs sont de plus en plus demandés en interview, en dédicace et tout ça. Voilà, clairement c'est une saga qui prend de l'ampleur et c'est très cool parce que ça le mérite. Alors déjà pour commencer, on va commencer comme nous on l'a commencé, c'est-à-dire qu'on l'ouvre et qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh là là, un résumé du tome précédent. Et ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Non, parce que c'est super important, d'autant que là on est sur l'enchaînement de deux trilogies qui s'intercalent, chaque tome s'intercale avec le tome d'une autre trilogie. Avec seulement 6 mois d'écart, parce qu'en général c'est plutôt 1 an d'écart entre chaque tome, mais même si c'est seulement 6 mois ça fait pas de mal parce que vu le tonne de livres qu'on lit entre temps... On lit beaucoup et puis il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était vraiment le petit truc, plus la liste des personnages et leur rôle pour bien s'en souvenir. Sur ce roman-là, dans cette cité-là, on a plein de clans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais qui dit plein de clans dit chacun son duc, les héritiers, tout ça, donc c'était important d'avoir un petit reminder des personnages importants. Hein. Et on a évidemment une carte, comme dans quasiment tous les romans de fantasy. Non, sauf certains. Franchement, c'est assez rare. Au final, tu penses ? Oui, parce que j'avais fait un challenge où justement il fallait lire un roman avec une carte et tu vas rire, mais j'ai galéré à en trouver un. Donc non, c'est pas si fréquent que ça, en plus elle est toujours aussi sympa. Et puis on arrive sur le prologue, et là, on replonge dans cette plume, mais avec un délice, un peu comme quand on rentre doucement dans un bain chaud. Non, franchement, c'est tellement agréable d'avoir tellement, j'utilise beaucoup le mot tellement, c'est que le début, une telle qualité dans la plume francophone, un choix de vocabulaire qui est varié, large, précis, parce qu'il faut le dire, les mots ont et un fin sens. aussi, c'est subtil. Oui, très subtil. La grammaire, la syntaxe, tout est très très fluide, très beau, c'est du talent, voilà, c'est du talent. Moi j'adore ce genre de plume avec juste qu'il y a de description, d'introspection, de réflexion, de pensée, d'action, franchement tout est tellement bien dosé tout au long du roman. C'est équilibré en fait. Je pense qu'il y en a qui peuvent lui reprocher que c'est lent, mais c'est pas si lent que ça. Enfin, je veux dire, comme on accroche, on est bien dedans, on se laisse emporter et sur nous ça n'a pas un effet lent. Un petit peu contemplatif, en tout cas pour le tome 1, peut-être un peu moins pour le tome 2 parce que ça a quand même un peu plus de bouleversements, d'événements et un peu moins de moments de dégustation de nourriture. Même si on en retrouve quand même, il y a toujours l'aspect culinaire de la cité qui est important, mais c'est moins que dans le tome 1. Ouais, parce que tout simplement, notre personnage principal qu'on prend énormément de plaisir à retrouver, Nox, s'éloigne il n'a pas le choix, de par ses activités, de par les connexions qu'il a avec les événements et avec les autres personnes. Il est obligé de s'éloigner finalement de toute la gestion des livraisons. Donc quand il était commis, maintenant il est plutôt gérant et donc finalement on le voit beaucoup moins se promener dans la cité. Au niveau du rythme, il est assez particulier parce que finalement j'ai eu l'impression que sur une grande première partie, on va dire un bon premier tiers, c'était une journée en fait. Il y a une journée qui s'écoule sur un bon tiers du roman et puis après il y a un temps qui s'étire, il y a plus d'ellipses avec beaucoup plus d'ellipses, un temps plus long mais toujours cette maîtrise de l'ellipse parfaite qui s'étire même pour le personnage dans une forme de lenteur, on sent l'ennui, on sent
le temps qui s'écoule en dehors du temps, hein, voilà, en dehors de la cité. C'est peut-être ça aussi le bourdonnement de la cité sur une journée, ça puis se le temps calme, qui bah oui, s'écoule forcément. après plus lentement. Puisque on commence à, sans vraiment quitter la cité, voilà, on se déplace un peu et donc du coup on découvre d'autres paysages, on quitte un peu les ruelles bourdonnantes, Oui. pleines de bruit, pleines de monde, pleines d'agitation. Et donc bah forcément la narration change aussi un petit peu, sans qu'il y ait une grosse différence nette quoi. Enfin je veux dire, ça se suit bien, c'est progressif. Et par rapport au tome 1, je trouve qu'il y a plus d'humour. Alors c'est peut-être dû à un nouveau personnage qui apparaît, qui est un petit peu plus piquant, même si aucun des personnages ne manque de piquant, mais voilà. Un personnage qui a peut-être un peu plus d'humour, un peu plus de Un regard de extérieur, répondant. un regard extérieur déjà, Ouais aussi. et une critique assez juste de la cité qui amène cet humour là parce qu'on a la chance d'être avec un personnage donc Nox encore une fois qui se vexe pas en fait et qui est toujours dans la curiosité, dans essayer de comprendre l'autre, dans une forme de bonté aussi d'ailleurs, c'est souligné à plusieurs reprises, et cet échange entre le natif de la cité et qui aime profondément sa cité quoi. Oui. Et qui a rien connu d'autre aussi, et cette étrangère est très très intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, Nox, ce qui est très fort avec lui, c'est qu'il est plusieurs choses. Il est à la fois le conteur, pourtant il prend part à l'action aussi, c'est un protagoniste, mais c'est pas non plus le héros principal de l'histoire. Enfin, on a déjà dit que c'était le personnage principal, mais tout ne tourne pas autour de lui. Il est lié à la cité, ses actions ont des répercussions et tout, mais voilà, ce n'est pas le centre de l'univers. Et on le sent bien d'ailleurs quand, justement, quand il est en dehors de la cité, comme on l'a dit, les choses continuent d'arriver en fait sans qu'il soit là. Mais ses actions ont effectivement un impact. Et c'est très marrant parce qu'il y a une forme alors de prédiction, de destinée, quelque chose d'un peu sombre. Bah, la façon dont c'est géré, c'est étrange parce que d'un côté, il y a un aspect un petit peu destin, mais d'un autre côté, les personnages arrivent un peu à se libérer de ça, mais il y a quand même un certain engrenage qui fait que c'est un mélange de plein de choses. Et certains personnages sont un peu brinque-ballés là-dedans, mais pas non plus complètement sans pouvoir rien faire. Mais il y a aussi un aspect un peu torturant qui est que bah, même s'ils font des choses, ils n'y arrivent pas forcément à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et j'ai adoré ça parce que en tant que lecteur, j'ai été surprise un nombre incalculable de fois par la tournure que prenait l'histoire. En fait, c'est loin, c'est complètement en dehors des sentiers battus et justement on pourrait se dire ah bah voilà, je sens vers quoi l'auteur m'emmène. Et en fait, pas du tout. D'un seul coup, on bifurque. Et c'est dû, je pense aussi, t'as raison, à la position de Nox qui n'est pas centrale, mais qui gravite en fait autour de tout ça. Et franchement, chaque chapitre, c'était un peu une... Quelle va être la surprise La surprise positive ou négative, hein, parce que les deux auteurs, que ce soit Guillaume Chavanaghan ou Claire Duvivier, n'hésitent pas à torturer leurs lecteurs, même si personnellement j'aime beaucoup. Il est un peu maso sur les bords quand même. Ils torturent le lecteur, ils torturent leur personnage aussi. J'ai adoré tous les retrouver. Il y en a certains. Et on en retrouve certains, mais il y en a certains qui sont morts et il y en a d'autres qui sont apparus et voilà, et qui se greffent à l'histoire. Et chacun des personnages a son importance et chacun des personnages a ses caractéristiques. Et voilà, on a des réponses par rapport au tome 1. Oui. Sans avoir toutes les réponses non plus. Il y a d'autres questions qui se posent. Voilà, notamment à propos de Daphné, je vais pas trop expliquer pourquoi, mais Daphné c'est un personnage qui... On sait pas trop sur quel pied danser avec elle dans le tome 1, là on sait un peu plus dans le tome 2, voilà, on sait un peu plus quoi penser d'elle, et c'est perturbant et c'est bien, enfin, je sais pas, Sa position est plus claire. Ouais. Et donc notre position à nous par rapport à elle est plus claire aussi. D'autant que on est quand même guidé par Nox qui est le conteur et qui n'a pas forcément d'affection pour sa sœur. Dans le tome 1, j'avais la sensation qu'il y en a quand même un minimum. Oui, un petit peu, mais je pense que la fin du tome 1, qui est ce qu'on connaît, voilà, ça a tout changé au niveau de leur relation. On n'a pas reprécisé, mais c'est un roman de fantasy avec des complots, vu que bah y a toute la politique de la cité et la politique aussi de opposition nord-sud. Et donc du coup, il y a des complots. Et contrairement à... Enfin, c'est pas vraiment contrairement, parce qu'il y a quand même un peu... Mais vous voyez, dans les romans de fantasy de complot, trop souvent, je revois le parallèle avec un jeu d'échecs. Tout d'un coup, on nous sort qu'il y a des pions, qu'il y a... Enfin, voilà, on essaye de nous représenter un peu tout le jeu de pouvoir avec un jeu d'échecs, où il y a des personnages qui se mettent à jouer aux échecs, et ça représente les actions qu'ils ont fait, etc. Blablabla.
Et je suis lassée de ça. Et là-dedans, il n'y a pas ça, mais en même temps, il y a ça, mais du coup, d'une façon beaucoup plus positive et beaucoup plus juste et beaucoup mieux amenée, puisqu'il y a ça avec la tour de garde. La tour de garde, c'est un jeu un peu sur le principe, un jeu de stratégie, voilà, qui prend part dans l'univers et qui a sa place par rapport à l'histoire, en fait. Donc, du coup, on a eu cette petite comparaison à un jeu de stratégie, mais ça a lieu d'être ici, contrairement à plein d'autres romans où ça n'a aucun lieu d'être. Par rapport à la politique, je voudrais rajouter quelque chose. À tous ceux qui se sont sentis un peu perdus dans le premier tome à cause de tous les clans, de tous les ducs, de pas forcément comprendre les différentes alliances. Il n'est pas obligé de tout comprendre d'ailleurs. Alors déjà oui, ouais. mais ici Nox est beaucoup plus éloigné de la politique, il choisit de s'en éloigner, c'est un choix et c'est très bien expliqué, c'est très bien amené, enfin voilà, un personnage au top, même s'il fait des erreurs, même si... Enfin, je vais pas mettre des erreurs, parce que sinon on se lasserait de lui et on le trouverait pas très réaliste. Mais du coup je vais pas m'étendre encore sur le personnage de Nox parce qu'il est vraiment trop bien, on pourrait en parler longtemps, mais ce que je veux dire c'est que dans ce tome là il y a beaucoup moins... on est sur les répercussions des jeux de pouvoir du premier tome, mais on est beaucoup moins sur les alliances et les petites magouilles. On sent que finalement, tout ça, là, toute cette politique de la cité, c'est qu'un premier niveau, et qu'en fait, il y a tellement plus, et tellement plus important et plus imposant que juste ces petites alliances d'un jour ou du lendemain, et j'ai trouvé ça très fort. On est amené doucement et un petit peu plus rapidement dans le dernier tiers, les 2 derniers tiers, vers une fin tout en finesse, mais extrêmement explosive. Vous voyez la fin de Citadin de demain, si vous l'avez lu. Elle était... je ne remets toujours pas de ça, je crois. Et elle s'en approche beaucoup, sans être aussi explosive. En tout cas, ça vient pas d'un coup direct. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et beaucoup de choses à digérer. Ouais. Mais quand même, je tiens à préciser que je n'ai pas particulièrement été triste des actions qui se sont déroulées, des éventuelles blessures, morts ou autres, parce que c'est pas gênant, hein, du coup. Mais c'est parce que à la fois Nox est conteur, donc du coup on sent qu'il a un recul, et aussi que il y a des actions horribles qui amènent des choses plutôt positives, ou en tout cas qui annoncent de belles choses, et c'est tourné d'une telle façon que c'est presque un mal pour un bien. Voilà. Et on est tellement dans le feu de l'action qu'il n'y a pas le temps de ressentir quelque chose. Il faut... je me souviens plus si j'ai pleuré, je suis pas sûre. Mais comme le dit Mélo, je pense que c'est la façon dont c'est amené avec ce pas de recul de Nox. Qui est un personnage, je sais pas quel âge il a, je sais plus, 17, 20 qui est... Il est plus vieux que ce qu'il a l'air, puisque il est décrit comme tout petit et tout, on a l'impression que c'est un ado, mais il est pas ado du tout, il est jeune adulte. Mais il a, c'est je trouve encore plus étonnant, il a une maturité incroyable. Et il se relève aussi de beaucoup de choses, et il arrive à prendre ce pas de recul même dans des situations très difficiles, et je trouve que sa façon de gérer certains événements... alors déjà, rien que d'intégrer dans de la fantaisie des chagrins d'amour, des choses un peu profondément humaines qui arrivent à tout le monde. Et lui, sa façon à lui de les intégrer, de les gérer, de les digérer, d'avancer, j'ai trouvé ça mais très très beau, et je suis très contente de retrouver ça dans ce type de roman. On est très loin, très 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 loin de tous les clichés qu'on peut voir sur les relations amoureuses, la façon dont c'est raconté, c'est juste beau, humain, vrai et très mature du coup pour ce personnage. C'était un tel coup de cœur le premier tome que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette attente du deuxième en se disant est-ce qu'il va subir la fameuse malédiction du deuxième tome. Il s'en est pas vraiment un non plus, c'est un troisième d'une certaine façon. Est-ce qu'il va être à la hauteur Est-ce qu'on n'a pas magnifié le premier tome et qu'au final quand on va retomber dans le deuxième tome on va se dire c'est bien mais c'est pas au-dessus. Voilà. Et donc la vérité c'est que non, pas du tout, au contraire même, alors de mon côté je pense même avoir préféré ce deuxième tome, enfin j'ai l'impression que c'est croissant et que ça va jamais s'arrêter tellement c'est bien. Moi j'ai toujours cet attachement pour les premiers tomes parce que c'est là avec lequel je découvre l'univers, la plume de l'auteur, etc. Donc j'ai toujours cet attachement, mais il est tout aussi bien pour moi. Et s'il n'y avait pas le premier tome, il n'existerait pas, donc du coup j'ai quand même une préférence pour le premier tome. Encore maintenant, quand j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que je peux trouver... Enfin, qu'est-ce que je recommanderais? En fait, c'est toujours ça. Quand on rencontre des gens qui lisent peu ou pas, ils ont tendance à venir nous voir et nous dire, qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce que tu me ferais lire? Et moi, en ce moment, en fantasy, le premier qui me vient, c'est La Tour de Garde. Et en même temps, j'essaye de pas tout de suite le conseiller parce que je sais que pour des gens qui sont pas
familiers de la fantasy, familiers de l'univers ou qui ont un peu de mal avec des plumes plus élaborées. Bah, parce qu'il faut le ils dire. trouveront pas des points positifs comme nous on trouve, en C'est ça. mode bah ça sort, ça répond pas au code de la fantasy habituelle, ça, on est surpris et tout, eux ils seront pas surpris, voilà, ce sera juste... Voilà. Mais ça reste tellement excellent que je pense que maintenant, à part Pierre Bottero qui, bon voilà, Mais oui, mais reste- c'est plus jeunesse, donc c'est pas, Voilà. pas tout à fait le... c'est pas la même catégorie, mais je trouve que voilà, dans la construction, dans la plume, dans le talent qu'on y trouve, dans la poésie, dans les personnages qui sont passionnants tous. On a déjà parlé de la plume, on a déjà dit qu'elle était adulte et que c'était magnifique. Surtout, en fait, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que c'est quasiment des premiers romans. Oui. En tout cas pour Guillaume Chamanadjian, c'est ses 2 premiers romans. Claire Duvivier, bah, du coup, Citadin de demain, c'était son 2e roman publié. Après, je sais pas ce qu'ils ont écrit de leur côté. Mais voilà, je veux dire, ça n'a rien de comparable avec un premier roman en fantasy young adulte française, par exemple, ou même pas young adulte. Oui, ou même pas un premier. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait du bien de voir ce genre de talent dans le paysage de la littérature francophone. Je pense que d'une certaine manière, ça a pour moi remplacé le phénomène La Passe Miroir. Ah, clairement, oui. Qui était pourtant déjà, quand on l'a découvert, une sacrée surprise. Mais là, pour le coup, ouais, pour moi, ça dépasse, ça dépasse, je pense. Hein. Mais encore une fois, on n'est pas dans la même catégorie. Là, on est vraiment dans de l'adulte. Oui. Sans qu'il y ait besoin de mettre du sexe ou de la violence pour que ce soit de l'adulte. C'est ça qui est assez incroyable. On pense à la même lecture, je pense, toutes les deux. On vous en parlera plus tard. Et là, dans ce roman, on a à nouveau des petits clins d'œil à Capitale du Nord, donc à Citadin de demain. Alors, et c'est plus vraiment que des très clins chouette. d'œil. Et, oui, Oui, là. Et ça annonce du lourd pour la suite. Il y a aussi un petit effet, et je m'en suis rendu compte en terminant 3 Lucioles, c'est de me dire, mais en fait, sur la trilogie, on est déjà presque à la fin. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une double trilogie, donc en soi, on n'est qu'à la moitié. Mais en même temps, sur cette trilogie-là, il reste qu'un seul tome, et moi, ça me fait peur. Et je il va sais... nous manquer des éléments, c'est sûr. C'est à la sûr, fin. tout ne sera pas, c'est pas possible. Tout ne sera pas révélé. Alors, il est un peu plus gros hein, que le premier tome. Je sais pas si le troisième sera une parasse ou une brique, je ne pense pas. J'ai peur de... En fait, je suis à la moitié, mais en même temps à la fin, et du coup, j'ai déjà cette peur qui me dit, j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai pas envie que ça se termine. Je suis trop bien avec ces personnages, avec cet univers. D'ailleurs, grosse précision, on vous l'a pas dit, mais donc ça c'est l'exemplaire de Mélo. J'ai le mien également, on a reçu un de la part des Forges de Miquelon, donc merci beaucoup. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est d'aller se les faire dédicacer, les deux. Et puis d'acheter tous les autres. Enfin, franchement, déjà, beauté objet, mais c'est une perle à avoir dans sa bibliothèque. Et moi, je n'ai déjà qu'une envie, en sachant que la fin approche, c'est de redémarrer. Et en même temps, on sait qu'en redémarrant, on n'aura jamais le même, Ça pas le même effet, la même donc surprise, tu le même... sauras. Voilà, mais non, franchement, gros coup de cœur, encore et toujours. Et il faut toujours absolument le lire, et on est toujours aussi dégoûté qu'il ne soit pas allé plus loin dans le prix, parce qu'on aurait été extrêmement fiers qu'il soit dans les 5 finalistes Ouais. d'un prix où on est juré, et éventuellement qu'il gagne. Mais, Oui. mais bon, c'est pas grave. Ils ont été, je pense, primés ailleurs. Oui, sur ils ont déjà d'autres été prix. primés, ça c'est très bien. Et heureusement, parce qu'il faut reconnaître ce talent et il faut absolument découvrir ces histoires. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, à part que je suis très très fière d'avoir découvert cette série maintenant à sa sortie à chaque fois. Oui. Grâce à Un Long Voyage, on a pu découvrir le premier tome de Capitale du Sud et le premier tome de Capitale du Nord à leur sortie, et donc de faire partie de cet engouement dès le début, plutôt que de le découvrir 2 ans après, une fois que tout le monde en aura parlé. C'est ça. Même si ça change rien au moment lecture passée, hein, il aurait été tout aussi bien. Je sais pas. Est-ce qu'on l'aurait ressenti pareil si on nous en avait déjà rebattu les oreilles? C'est pour ça, faut qu'on se calme, parce que sinon on va faire l'effet inverse chez vous. Je parlerai pas de fierté de mon côté, mais ouais, du bonheur pur en fait, de toute façon de découvrir des romans comme ça. On sait que parmi vous, il y en a quelques-uns qui l'ont lu en suivant nos conseils, et déjà merci quand vous nous le dites, ça nous fait trop plaisir. Et juste pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce roman, laissez-vous tenter. Voilà, laissez-vous tenter, parce que c'est surprenant, c'est beau, c'est drôle même parfois, et c'est tout plein de surprises tout le temps. Voilà, c'était notre comparaison sur 3 Lucioles, le 2e tome de Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian, dans la double trilogie Une Tour de Garde aux Forges de Miquelon, à lire absolument. Donc, comme d'habitude, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, dites-nous si ça vous fait envie ou pas. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.